Bonjour, dans ce troisième reportage, nous parlons politique publique, forêt privée et enjeux de décarbonation. La question peut être résumée ainsi: comment les pouvoirs publics peuvent-ils aider les propriétaires forestiers privés à mieux gérer leurs espaces boisés, notamment dans l'optique du changement climatique? Et vous le verrez, les moyens d'action publique sont non seulement déterminants, mais aussi beaucoup plus variés que parfois on ne le pense. Nous allons examiner 5 de ces moyens d'action publique, tous locaux, et la plupart pensaient à l'échelle schématiquement soit d'un massif, soit d'une intercommunalité ou d'une organisation territoriale de ce type. Le premier est connu. Il consiste à définir une stratégie forestière pour un territoire ou pour un massif. Il existe pour cela nombre de solutions. L'ambition de ces documents n'est pas seulement de définir une stratégie forestière. Elle consiste, je crois aussi, à stimuler l'organisation de collectifs et d'initiatives autour de la forêt privée. L'exemple de la charte forestière du PNR Millevaches est à ce titre intéressant. Nous avons donc interviewé Julien Gobely en juillet 2025. Alors la charte s'articule autour de 4 enjeux principaux. Donc le premier, c'est une culture forestière partagée. Le deuxième, une forêt et un écosystème résilient face au changement climatique. Le troisième, la création de valeur ajoutée à partir du bois produit en local. Et le quatrième, comment on coévolue ensemble pour être meilleur à l'issue de cette charte et avoir des débouchés à la suite. Sur le premier enjeu, la culture forestière partagée, une action symbolique et très forte, c'est la mise en place d'un réseau d'élus référents forêt à l'échelle de l'ensemble des communes qui couvrent le PNR. Et le challenge, c'est d'arriver à avoir au sein de chaque conseil municipal donc un élu qui soit désigné sur les sujets forestiers. Sur le deuxième enjeu, la forêt et l'écosystème résilient, des actions très importantes. La première, c'est la mise en réseau commun des expérimentations et des tests qui sont conduits sur le plateau de Millevaches. Chaque forestier fait des petits tests et des expérimentations pour adapter sa forêt, notamment au changement climatique. Malheureusement, il y a peu de partage. Donc l'enjeu pour nous, c'est à minima d'avoir un état des lieux aussi exhaustif que possible de tout ce qui se fait. Le deuxième étage de la fusée, c'est comment on partage les connaissances et le savoir-faire acquis avec le retour d'expérience. Et puis un autre niveau d'ambition, comment on essaye après de partager avec le grand public, donc de montrer comment, avec ces tests, ces expérimentations, les forestiers se préoccupent de l'adaptation des peuplements, notamment face à la question du changement climatique. On a également travaillé depuis un certain nombre d'années sur de la migration assistée. On va essayer d'importer ces mêmes essences d'autres régions qui connaissent des conditions climatiques qui sont celles qu'on risque de rencontrer sur notre territoire dans les prochaines années. Donc les essences génétiquement ont commencé à s'adapter à ce changement climatique et donc on peut faire le pari qu'avec cette migration assistée, on pourrait faire perdurer dans le temps nos essences caractéristiques du plateau, par exemple le hêtre typiquement. Sur la base de ces documents stratégiques, les pouvoirs publics utilisent ensuite régulièrement un second levier, celui des aides économiques et des dispositifs d'accompagnement qui leur sont associés. Il existe des solutions de dimension nationale, comme par exemple les crédits d'impôt forestier que l'on retrouve dans le dispositif DEFI ou dont bénéficient les groupements forestiers. Dans ce reportage, j'ai fait toutefois le choix de mettre l'accent sur des solutions plus locales qui donnent la possibilité aux collectivités de traduire leur stratégie forestière par des dispositifs spécifiques, car plus personnalisés et plus évolutifs. C'est le cas par exemple de la solution présentée par Olivier Zapia avec l'OPAF. L'OPAF, ça veut dire Opération Programmée d'Aménagement Forestier et Environnemental. C'est un dispositif qui est vraiment porté par le parc de Millevaches en Limousin, créé par le parc de Millevaches, mais qui est financé par la région Nouvelle-Aquitaine. Le parc de Millevaches agit un peu comme un arbitre technique et financier. Là où au début on faisait du regroupement parcellaire, aujourd'hui ça on a arrêté et on fait vraiment de l'accompagnement technique et financier d'itinéraires sylvicoles qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Aujourd'hui sur le territoire du parc, la sylviculture majoritaire c'est des plantations monospécifiques ou deux essences résineuses qu'on fait aller jusqu'à 40-50 ans et on passe par une coupe à blanc. Et nous, on essaye de faire aux gens d'autres choses. Alors, on a 4 itinéraires qu'on accompagne. Le premier, c'est la régénération naturelle. Donc, c'est quelque chose qui marche très bien, notamment sur le Douglas. Le deuxième itinéraire, c'est d'améliorer les peuplements existants. Donc, c'est plutôt des peuplements feuillus ou des peuplements de pins. À terme, arriver à une forêt à couvert continu et jamais passer par le stade de coupe rase. Le troisième itinéraire, c'est l'irrégularisation des peuplements forestiers. Donc là, on est plutôt sur des peuplements résineux, des choses qui ont été plantées il y a 30, 40, voire 50 ans. On va essayer d'irrégulariser la forêt au fur et à mesure, ça prend du temps. Et le dernier itinéraire qu'on accompagne, c'est le reboisement diversifié après coupe rase.
Donc là, on est très strict sur les règles. Les coupes rases de feuillus ou majorité feuillus, nous, on ne va pas les accompagner. C'est des peuplements majoritairement résineux qui sont passés en coupe rase qu'on va accompagner. Donc le dessouchement est interdit. On oblige à mettre au moins 40% de feuillus. L'OPAF est justement là pour venir donner un coup de pouce pour que des gens franchissent le pas d'un travail qu'ils n'auraient pas fait d'eux-mêmes. Et qu'ensuite, les gens, les voisins d'autres structures se rendent compte que ça marche, c'est intéressant, il y a moins de pertes sanitaires, ça lisse le revenu économique dans le temps, et ok, on franchit le pas. Documents stratégiques, aide économique, ce sont deux types de moyens d'action publique finalement assez classiques. Depuis quelques années, on observe de plus en plus des logiques d'action publique qui empruntent d'autres voies. Des collectivités territoriales, par exemple, ont décidé de créer des dispositifs qui agissent directement sur tous les volets de la gestion forestière. Et elles décident d'agir directement sur les filières via le marché. C'est le cas, par exemple, de la communauté d'agglomération de Tulle, qui a décidé de créer son propre opérateur de bois énergie. Il faut qu'on crée nos propres outils de consommation locaux. Et c'est ça qu'on a créé en créant donc une société d'économie mixte qui porte les outils de production de chaleur. Et là, on est en train de créer la filiale de la société d'économie mixte qui va gérer la plaquette. Là, l'idée, c'est d'utiliser cette plaquette pour, bien sûr, se chauffer, mais que ce soit un véritable outil et qu'on ait une modélisation économique d'amélioration des peuplements. On récupère cette plaquette avec une véritable traçabilité qui mettrait de côté la coupe rase pour l'essentiel. Mais bon, moi, je n'ai pas d'aversion particulière pour la coupe rase, mais à un moment, je pense que la sylviculture en couvert continu est plus intéressante pour une multitude de raisons. Il faut qu'on trouve le modèle économique qui permette de gérer comme ça. Donc, c'est tout ce qu'on est en train de créer. Ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on a des opérateurs qui, sur le territoire, ont envie de travailler différemment de ce qu'on a l'habitude de faire, en faisant plutôt une sylviculture plutôt douce, et avec des outils qui sont plus doux. Très honnêtement, dans le prix de la chaleur, le combustible compte pour rien du tout. Actuellement, dans une chaufferie bois, ce n'est pas le combustible qui fait le prix de la chaleur, c'est tout le reste. Donc, s'il s'avérait que la plaquette, il fallait mettre 5 € la tonne de plus pour qu'elle soit exploitée d'une certaine façon, c'est pas ça qui fera que le prix de la chaleur ne sera pas compétitif. Qu'on ait donc cet outil de référence, que notre ASLGF, puisque ce qui m'occupe, moi, c'est quand même l'agglo de Tulle, atteigne une taille importante, donc que je situe à minima à 3000, j'aimerais mieux que ça soit 5000 hectares à échelle de 5 ans, pour que le plan SEM de gestion, qui serait fait dans cette société, dans cette ASL, soit exemplaire et donne le là sur la façon dont on gère les forêts sur notre territoire. Parce que si on était 5000 sur 38 000, nécessairement, c'est ça qui mettra le diapason et tout le monde sera bien obligé de faire comme ça. Éric Belloin est allé plus loin. En tant que maire de Saint-Clément, il a aussi décidé d'intégrer les enjeux bois et forêt dans ses projets d'urbanisme du bourg. Le bois redevient par exemple un matériau de construction que la commune peut facilement imposer pour ses bâtiments publics via ses appels d'offres. Nous avons un projet qui s'appelle la création d'un village-jardin. Au lieu d'avoir un bourg classique avec les bordures en ciment, les trottoirs en bitume, on végétalise le bourg et que les bâtiments soient inclus dans ce village-jardin. C'est-à-dire que, d'une part, on ne fait pas un bâtiment en parpaing en plein milieu du village-jardin, un chauffage biomasse pour l'ensemble des bâtiments, on utilise de la chaux, on utilise du bois. Et le bois, on a souhaité, parce que le rôle d'une collectivité, c'est de montrer que c'est possible aussi. Et montrer qu'il y a des entreprises sur le territoire qui sont capables. Et elles-mêmes, quand elles ont compris qu'elles étaient capables, ça peut les aider à proposer quelque chose, à apprendre, à maîtriser un process. Donc quand on a choisi ça, on s'est dit, on veut des bois qui viennent du coin, qui soient sciés sur place et mis en œuvre sur place. Mais pas parce qu'on ne veut pas faire travailler les autres. C'est que si on compte que sur l'extérieur, jamais on apprend. Moi, ce que j'ai appris, à un moment, il a fallu que j'y mette le nez, et puis voilà, je l'ai appris. Si tout le monde fait à ma place, jamais j'apprends. Mais là, c'est pareil. D'autres territoires soutiennent les forêts via des solutions plus indirectes, par exemple, plus orientées décarbonation et séquestration. C'est par exemple le cas de la communauté d'agglomération de La Rochelle, qui a soutenu, voici quelques années, la création de la coopérative carbone du même nom.
Cette initiative, pionnière en France, vise 2 objectifs. Le premier consiste à accompagner les actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les organisations publiques et privées locales. Le second consiste à encourager le lancement de projets de puits carbone et biodiversité locaux et l'engagement de contributeurs de proximité sur ces projets. Anne Rostin, qui anime la coopérative carbone de La Rochelle, nous a expliqué son fonctionnement au début du printemps 2025. Donc la coopérative carbone est un outil coopératif, comme son nom l'indique, qui a été créé il y a 5 ans et qui associe des acteurs territoriaux représentatifs et divers, c'est-à-dire les entreprises, les collectivités locales, des citoyens, des associations, des universitaires, avec un objectif commun, travailler à la réduction de l'impact sur le climat à l'échelle territoriale et dans une vocation d'intérêt collectif, donc de lucrativité limitée, ce qui va avec. Alors, on va prendre un exemple. Donc, on va prendre par exemple un agriculteur qui voudrait planter des vergers, par exemple. Et donc, dans ce cas-là, on va, nous, avoir une convention avec cet agriculteur pour bien cadrer l'ensemble de ses engagements, ce qu'il va faire, et avec les éléments d'échange d'informations dont on a besoin, le coût du projet, les objectifs, les garanties qualité qui vont être mises en place, qui nous permet de dimensionner le carbone et le besoin financier. Ensuite, nous, on peut communiquer, identifier en tout cas des contributeurs potentiels et donc prendre contact avec eux et proposer ces crédits carbone qui auront été émis dans notre processus de labellisation. On contractualise, on fait des conventions avec ces différents contributeurs qu'on agrège pour pouvoir faire financer le projet. Et donc, on va avoir ce rôle d'agrégateur des contributeurs financiers pour que chacune puisse choisir le projet sur lequel elle souhaite intervenir, qui corresponde à ce qu'elle veut faire, à sa volonté d'action, et pouvoir assurer finalement le financement de ces projets. On a aussi des citoyens qui vont intervenir parce qu'il y a un projet qui va être à côté de chez eux, donc ils ont envie de le voir sortir et mûrir, et puis des entreprises qui vont avoir finalement une appétence particulière pour certains types de projets. Par exemple, sur l'exemple de verger, des hôtels, par exemple, parce qu'on a le cas de figure, des hôtels qui vont venir financer un projet de verger pour pouvoir bénéficier aussi derrière de travailler avec l'agriculteur en question et bénéficier des fruits pour sa propre consommation auprès de sa clientèle. Donc d'être aussi dans cette démarche de décarbonation derrière sur les émissions indirectes. On a même effectivement des projets qui ont une vocation de conception collective de début à la fin, notamment des chantiers participatifs dans les communes. Ce sont des projets qui sont pilotés par des citoyens qui sont sociétaires et bénévoles de la coopérative carbone, qui en définissent et en pilotent ces éléments de projet. Ça se traduit par des plantations dans les communes, dans des îlots qui sont donc protégés et avec des chantiers participatifs sur lesquels on fait un appel à bénévoles. Le jour de ces plantations, on y retrouve évidemment beaucoup de citoyens bénévoles qui ont envie de venir faire quelque chose d'utile et on y retrouve aussi les entreprises contributrices qui viennent avec leurs salariés, avec les familles des salariés, ce qui fait qu'on a des chantiers avec des centaines de personnes pour pouvoir planter. Et ces moments-là de collectif, ça génère énormément de joie, en fait, le fait de faire une action concrète, positive pour le climat, et ça montre qu'on a la capacité ensemble d'agir. Et ça, c'est vraiment la preuve qu'on peut faire quelque chose de positif sur le volet action climatique qui va être intergénérationnel, interrôle par rapport aux différents rôles qu'on peut exercer dans la société et qui donne finalement du baume au cœur à chacun. On le voit, les moyens d'action publique pour soutenir les projets de forêt privée sont donc de plus en plus variés et de plus en plus créatifs et nous sommes bien loin d'avoir tout présenté. Cette diversité annonce, je crois, quelques-unes des priorités publiques et parapubliques de demain. En guise de conclusion, je voudrais donc ici insister sur 2 de ces priorités. La première est celle du temps. Le temps forestier est, je crois, en train de changer à cause du dérèglement climatique. Le spectacle des arbres en cette fin d'été 2025 le rappelle. Ici, au pied des Pyrénées, dans la forêt de Troncé, un peu partout en France, ces feuilles qui tombent, cette ambiance automnale, le temps pour agir nous est, je crois, désormais compté. Il faut désormais oser la vitesse et s'imposer l'anticipation. On reviendra sur ces questions dans un prochain sujet. La seconde priorité consiste à renforcer les moyens d'action publique pour aider les forêts privées
et la propriétaire à s'adapter. Le but, disposer de plus d'autonomie, de plus de souveraineté et aussi de plus de confiance dans nos moyens de faire et surtout de réussir. C'est ce que Éric Bellouin nomme, je crois, astucieusement la fierté. Ce qu'il faut redonner à des territoires comme les nôtres, c'est la fierté. Pour ma part, puisqu'on parlait de politique, la politique de la plainte permanente, ça me sort par tous mes orifices. Je ne peux plus les entendre. On peut se plaindre tous les deux, là, on peut se plaindre jusqu'à la fin des temps. Bon, ça ira pas mieux quand même. Donc tout le sujet, c'est comment on fait pour arrêter de se plaindre et utiliser les leviers qui nous sont offerts pour passer à autre chose. Et quand cette autre chose, petit à petit, on voit qu'on a une forme de capacité à faire, d'avancer, on commence à dire « mais finalement j'y suis arrivé ». On reprend confiance et on est fier. Et je pense que si on redonne la fierté à des zones rurales comme les nôtres, et elles montrent qu'elles sont capables de faire, ça ira beaucoup mieux. Et les discours misérabilistes et de repli sur soi n'auront plus cours. L'action publique, ses ressources et ses modèles ne cessent d'évoluer. Je l'avoue, je suis fan de ces nouvelles logiques d'action qui osent enfin d'autres chemins. Tout cela m'incite d'ailleurs à penser qu'en ces temps d'argent plus rare et de crise politique, la forêt est l'un des plus formidables terrains de jeu pour croire à nouveau dans la capacité de nos modèles, de nos démocraties, à inventer les économies de demain. Enthousiaste de tous les pays, je vous souhaite donc le meilleur et je vous dis à très vite.